ce face-à-face de questions d'actualité. J'accueille sur ce plateau Catherine Lemorton. Bonjour, vous êtes députée socialiste de Haute-Garonne. Face à vous, Philippe Vigier. Bonjour, vous êtes député d'Eure-et-Loir et président du groupe UDI à l'Assemblée. Bienvenue à vous. Alors, quel avenir pour l'Europe? Ce sera donc l'une des questions au gouvernement cet après-midi. Vous avez entendu, Ludovic, une question centrale d'actualité alors que Donald Trump estime que les États-Unis peuvent se passer de l'Europe. On va tout de suite retrouver Ludovic Faux avec le député socialiste Michel Ménard, député de Loire-Atlantique, qui va interpeller le gouvernement. Oui, Michel Ménard, tout simplement, quelle question allez-vous poser au gouvernement ? Je vais interroger le Premier ministre suite aux déclarations de Donald Trump concernant l'Union européenne, puisque Donald Trump a dit que l'Union européenne n'avait aucune valeur. C'est de l'irrespect, à tout le moins pour l'Union européenne, et puis l'occasion pour le gouvernement certainement de rappeler l'intérêt que l'Union européenne a pour l'ensemble des Européens et pour les Français en particulier, pour ceux qui nous concernent, en rappelant d'ailleurs que si nous vivons en paix depuis plus de 70 ans, c'est aussi grâce à la construction de l'Europe. Merci Michel Ménard. On écoutera bien sûr la réponse du gouvernement sur cette question qui concernera évidemment au premier chef le prochain président de la République. Philippe Vigier, vous avez entendu vous aussi Donald Trump. Sur quoi s'appuie-t-il? C'est une idéologie personnelle ou l'Europe n'intéresse plus stratégiquement aujourd'hui les États-Unis? Écoutez, je crois qu'en fait Donald Trump va rendre un service à l'Europe. Pourquoi il va rendre un service à l'Europe? On voit que cette Europe ne marche pas bien. Nous sommes nombreux à dire, même si on est très pro-européen, ce qui est mon cas, ce qui est le cas de ma famille politique, l'UDI, depuis longtemps, que les fondamentaux de l'Europe doivent être revus. Une Europe qui protège, elle ne protège pas assez, Schengen est souvent remis en cause. Une Europe de la croissance et de l'emploi. Et on voit que sur ce segment-là, eh bien, l'Europe n'a pas fait son travail. Une Europe dont on voit les méfaits en matière agricole, par exemple, en matière industrielle. Cette Europe, donc, doit repartir sur ses fondamentaux des pères fondateurs. Elle s'est trop élargie, elle s'est diluée, il n'y a pas d'égalité fiscale ni sociale. Bref, cette harmonisation n'a pas eu lieu. Alors, comme les Américains, M. Trump semble avoir un discours très anti-européen, il a prononcé des phrases très importantes hier sur l'OTAN, l'organisation des traités de l'Atlantique Nord. C'est-à-dire qu'on devra plus que jamais compter sur nos forces. Et puis, par-delà les déclarations, on verra que Donald Trump, le réalisme, sera confronté à sa vie quotidienne et que quelque part il reviendra, j'en suis persuadé. Mais les Européens doivent prendre leur destin en main. Justement, Catherine Lemorton, c'est aujourd'hui une occasion unique pour l'Europe. On a entendu ces déclarations de Donald Trump, mais également de Theresa May ce matin, de réfléchir à son avenir, d'afficher son unité, sa fermeté. Oui, bien sûr. Avant de dire que M. Donald Trump rend service à l'Europe, je préférerais qu'il se concentre sur son pays et qu'il lui rende service, qui me paraît un peu mal parti. Bien. Aujourd'hui, les Français n'ont plus confiance en l'Europe. Quand je dis les Français n'ont plus confiance en l'Europe, en tout cas, comme le disait M. Vigier, ils ont l'impression qu'elle ne les protège plus. Bon. L'Europe, on a laissé faire. On a tout laissé faire. On a une banque centrale européenne qui n'est pas sous contrôle, on le sait, du Parlement européen. Donc ça pose des problèmes et ça a des incidences dans la vie quotidienne de nos concitoyens. Je parle de la directive européenne des travailleurs détachés. Comme le disait Arnaud Montebourg, c'est du dumping social à domicile. C'est tout ça que voient nos concitoyens. Et c'est pour ça que, face aux propos de Donald Trump, face à Mme Theresa May, c'est l'unité européenne qui vaincra. Que doit faire aujourd'hui l'Europe? Que doivent faire les 27? Se réunir, reconstruire ensemble cette Europe sur cette idéologie qui avait pesé lors de sa construction, Philippe Vigier? D'abord, moi je ne crois pas qu'à 27 on puisse tout faire de la même façon. Ça, c'est du rêve qui ne fonctionnera pas. Je suis tout à fait d'accord avec Catherine Lemorton lorsqu'elle parle de la directive sur les travailleurs détachés. Et les travailleurs détachés, il y a souvent des Polonais qui font partie de l'Europe. Non, moi j'appelle au sursaut qu'on avait connu une fois de plus avec les pères fondateurs. Il faut que l'axe franco-allemand, qui a toujours été le moteur de l'Europe, se remette en marche. Et il faut faire, non pas imaginer qu'on va écrire un nouveau traité. Quand on écrit un traité, si vous regardez la durée, le temps que ça a pris pour que ce traité puisse être rédigé et accepté par tous les pays membres, c'est souvent de 3 à 5 ans. Il faut faire de l'intergouvernemental. Des textes sur lesquels on se met d'accord, par exemple à 6, le noyau dur. Déjà les Allemands, les Italiens, les Belges, les Luxembourgeois, même les Espagnols ont beaucoup progressé ces dernières années. Et à partir de là, des cercles concentriques. Il y a des choses qui doivent être intégrées, donc on doit faire ensemble, d'autres que l'on ne fera pas obligatoirement ensemble, avec des pays de l'Union qui nous ont rejoints
plus récemment. C'est de vendre du rêve que d'imaginer qu'à 27, on arrivera ensemble. Et par exemple, l'harmonisation sociale, j'imagine que Catherine Lemorton y est attachée, moi également. Il est impossible de faire de l'harmonisation sociale entre les Roumains et les Français. Ça n'a pas de sens. Ou alors on tirera le modèle vers le bas. Mais en matière industrielle, en matière de stratégie économique, regardez l'Europe, on prend toujours l'exemple d'Airbus, c'est pas pour faire plaisir à Catherine Lemorton qui était élue à Toulouse. Mais enfin, les réussites industrielles européennes sont des réussites formidables. On peut le dire pour l'aéronautique, on peut le dire pour le spatial. Et il y a d'autres sujets sur lesquels nous ne sommes pas là. Tout le monde parle de développement durable. Mais sur les énergies renouvelables, il y a des choses à faire ensemble. Or, on les fait de façon séparée. Différents niveaux d'intégration. Catherine Lemorton, est-ce une piste aujourd'hui pour faire revivre l'Europe ? Oui, mais d'ailleurs, on a eu un débat la semaine dernière dans l'hémicycle sur les minima sociaux socles au niveau européen. On voit bien vers quoi il faut aller. Je renvoie au débat qui a eu lieu. C'est évident qu'il faut une harmonisation, mais en fonction des niveaux de vie de chaque pays. Il ne s'agit pas que le SMIC français soit égal au SMIC roumain, parce que franchement, les niveaux de vie ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais il faut une harmonisation fiscale et sociale. Après, j'entends Madame May qui nous menace. Voilà, qui nous menace au niveau fiscal. Qui pose ses conditions. Oui, qui pose ses conditions. Je crains qu'elle ait des réveils douloureux. Mais à travers elle, au fond, c'est pas tellement elle qui m'intéresse, c'est le réveil des Anglais. Et parce qu'elle voudrait le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire, nous voulons la libre circulation des biens, évidemment, le marché, mais les personnes, non. Là, aujourd'hui, l'Europe doit, par exemple, trouver un consensus par rapport à l'accueil des réfugiés. À partir du moment, on va pas lutter contre la demande de ces gens-là qui fuient leur pays de guerre, de famine, de catastrophes, en mettant des barbelés et des bateaux armés pour les empêcher d'arriver. Bon. Et quand je vois M. Donald Trump qui stigmatise et qui fustige la politique menée par Angela Merkel. Effectivement, lui, il veut construire des murs payés par les Mexicains. Je vois pas bien comment il va faire. Enfin bon. Mais quand même, Angela Merkel peut quand même être fière de sa politique d'accueil. Quand nous, les Français, j'entendais l'ancien Premier ministre Manuel Valls venir dire on a accueilli 30 000 personnes. Mais quel objectif minable. Enfin, je le dis, quel objectif minable. Ce sont là des divergences profondes en Europe sur les... Bien sûr, il y a des modèles à prendre dans d'autres pays et d'autres pays européens qui peuvent prendre modèle sur nous. Je voudrais revenir d'un mot sur le partenariat transatlantique. Aujourd'hui, y a-t-il un risque géopolitique ? Bien sûr. Il y a eu le fameux TAFTA, ce fameux traité qui était traité de tous les dangers. D'ailleurs, on avait reproché au gouvernement le fait qu'on n'ait aucun élément, nous les parlementaires, pour voir exactement ce qu'il y avait dedans. Il fallait que l'on passe par des organismes extérieurs pour voir précisément quel était l'impact de ce traité. TAFTA en sommeil pour la France. Oui, mais écoutez, on ne peut pas se laisser faire. Enfin, les Américains, ils font quoi? Ils se protègent. Ils mettent des taxes. Ils évitent l'importation de tel ou tel type de produit. Les Américains ont toujours été nos alliés, mais ils doivent comprendre que c'est dans le respect mutuel qu'on grandira. De toute façon, quand on regarde la sphère internationale, on va très très vite. Trump qui arrive, Poutine, que l'on connaît bien, ce qui se passe au Moyen-Orient, l'émergence de la Chine, qui pendant ce temps-là fait son marché partout, envahit l'Afrique, investit en Afrique. Quand est-ce que les Européens... Il y a un sujet, je ne dis pas ça parce que j'ai eu l'honneur de succéder à Jean-Luc Borloo. Qui parle de l'Afrique à l'heure actuelle? 2 milliards de personnes qui sont à 500 km, à 1000 km, et qui demain seront en Europe si on n'est pas capable de les accompagner dans leur développement. Et là, on ne fait rien. L'Europe, sur ses fondamentaux, a arrêté de travailler. C'est pour ça qu'il faut de l'intergouvernemental, de l'audace, des investissements lourds. L'Europe n'investit plus. Malheureusement, elle ne le fait plus. Bien sûr. Et puis, sur les règles d'immigration, bien sûr, la générosité de Mme Merkel, on peut lui dire que c'est très bien ce qu'elle a fait pour son pays, mais Catherine Lemorton sait comme moi que la démographie allemande n'est pas la démographie française et qu'on n'aurait pas pu accueillir autant de personnes en France. On a tellement de gens qui sont déjà à la pauvreté ou dans le chômage. Entre 30 000 et des centaines de milliers, je rappelle que la différence entre la population française et allemande n'est que de 20 millions de personnes. C'est vrai. Mais donc, ça, c'est un gouvernement que souvent vous soutenez. Et nous écouterons attentivement la réponse du gouvernement sur cette question des relations de l'Europe avec Donald Trump. On va poursuivre ensemble avec une question de l'opposition sur le cannabis. Sa légalisation était au cœur du second débat de la primaire de gauche. Je vous propose tout de suite d'écouter justement un échange lors de cette primaire. Écoutez. Aujourd'hui, nous connaissons les effets du cannabis sur les plus jeunes, dès le collège. Si vous légalisez le cannabis, vous aurez de toute façon un cannabis plus dur, coupé autrement, qui alimentera d'autres trafics. Et donc, de toute façon, les trafics vont continuer et ça sera encore plus difficile en matière de santé publique. Donc, quand on veut gouverner, quand on veut présider un pays, il faut aussi s'adresser à son pays, à ses compatriotes et à sa jeunesse en disant il y a des interdits. Plutôt que de laisser des jeunes aujourd'hui aller acheter dans l'illégalité des produits
parfois dangereux pour ce qu'ils consomment, à des personnes potentiellement dangereuses et qui peuvent leur proposer autre chose. Je propose de sortir d'un système qui ne marche pas, qui entretient une économie qui est une économie aujourd'hui qui construit des ghettos et de la violence dans certains territoires de la République, pour passer à une politique de santé publique. Consacrons 535 millions d'euros d'avantages à la santé, à la lutte contre les addictions, qu'à la prohibition, quand la prohibition est strictement inefficace. Le nombre de consommateurs de cannabis n'a jamais cessé d'augmenter. Voilà donc pour le contexte de cette question au gouvernement. On va tout de suite aller retrouver Ludovic Faux avec Dominique Tian qui va interpeller le gouvernement, député Les Républicains des Bouches-du-Rhône. Oui, Dominique Tian, vous allez poser une question au gouvernement sur ce sujet du cannabis. Concrètement, qu'est-ce que vous allez demander au gouvernement, au ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, c'est ça? Tout à fait, à la suite de l'appel de Marseille signé par deux militants socialistes, deux députés socialistes, pardon, dont une ancienne ministre, qui demandait la dépénalisation et la vente libre organisée par l'État du cannabis en France. Voilà, ce qui est un sujet assez particulier. Donc je demande au ministre de l'Intérieur s'il est pour. Et au contraire, est-ce qu'il est pour ou contre cette mesure un petit peu incongrue, me semble-t-il? Voilà, donc est-ce que le ministre de l'Intérieur va contredire le président du groupe qu'il était il y a quelques années, qui avait dit qu'il faut ouvrir le débat, ou au contraire, il va dire non, il faut lutter contre le trafic de drogue? Voilà, c'est tout l'objet du débat. En plus, il y a les primaires où vous avez vu que les candidats ne sont pas tout à fait d'accord les uns avec les autres. Donc, quelle est la position officielle du gouvernement? Merci Dominique Tian. On verra si Bruno Le Roux vous apporte une réponse claire et nette tout à l'heure dans l'hémicycle. La question sera très nette en tout cas. Après, à lui de répondre comme il le veut. Merci. Merci à vous. Merci à vous Catherine Lemorton. On voit bien, c'est une question au cœur de l'actualité qui a été soulevée par les candidats à la primaire. A-t-on raison aujourd'hui de rouvrir ce débat sur la légalisation du cannabis? Il est ni fermé ni à rouvrir. Il est. Ce débat, il est. Ça a été mon investissement pendant 25 ans dans un réseau d'addiction. Si on a une qui connaît un peu dans l'hémicycle le sujet, c'est un peu moi et quelques... Je rappelle que vous êtes présidente de la commission des affaires sociales. Oui, et que j'étais pharmacienne dans un réseau d'addiction à Toulouse. Aujourd'hui, on a la loi la plus répressive d'Europe. Il faut que les gens qui nous regardent comprennent. On a la loi la plus répressive d'Europe. On a le plus grand nombre de consommateurs réguliers en pourcentage de la population que les autres pays d'Europe. C'est-à-dire qu'on a près d'1,4 million de personnes dans notre pays qui fument plus de 10 joints par mois. Ce qui commence à être une consommation pour le moins problématique. Tant que c'est répressif, avec une loi, et j'ouvre une parenthèse, qui n'est pas appliquée de la même manière selon les territoires pour le même délit. Bon, allez expliquer ça aux jeunes. Pourquoi quand on habite à Marseille, on est peut-être moins sanctionné que si on habite dans la Creuse, par exemple. Bien. Ensuite, vous avez le problème des trafics, qui occupent quand même notre police, notre justice, pour notamment des consommateurs. Est-ce qu'il est opportun de pénaliser un consommateur? Je ne le crois pas. Bien. Donc on a ce problème. Loi répressive, un très grand nombre de consommateurs. On continue comme ça? La question mérite d'être encore travaillée. On a de nombreux rapports qui ont déjà été faits. C'est pas une question qui nous arrive d'un seul coup. Il y a d'autres pays. Il y a d'autres pays. Je pense pas que ce soit au détour d'une présidentielle qu'il faille avancer des mots auxquels d'ailleurs nos concitoyens pour la plupart ne voient pas la différence. Ils voient pas la différence. Légalisation, dépénalisation, contraventionnalisation. Je crois pas qu'il faille. Il faut d'abord faire un diagnostic partagé. Il faut que la société fasse un diagnostic partagé sur les chiffres que je donne. Êtes-vous tous d'accord pour ça? Est-ce que ça c'est vrai? Oui, ce sont des faits. Autour de ça, ça veut dire qu'il faut avancer. Parce qu'une politique répressive telle qu'on l'amène en France évite, nous empêche de faire de la prévention. C'est-à-dire si demain je vous sors un spot télé en disant attention, si tu fumes du cannabis, il va se passer ça et ça, on va me taxer, enfin on va en tout cas, je peux être impliqué, en tout cas condamné ou en tout cas réprimandé en disant vous faites la promotion du cannabis. Alors que justement l'alcool, le tabac, on peut intervenir parce qu'il ne faut pas croire que l'alcool est moins dangereux que le cannabis. Quelqu'un qui fait tourner sa vie autour de la recherche d'alcool toute la journée me semble pas trop bien parti dans sa vie. Donc il faut arrêter de mettre des hiérarchies entre cannabis et alcool. Il y a des alcooliques, la vie est terrible pour eux, leur entourage. Donc aujourd'hui, la loi est répressive et nous empêche de faire de la bonne prévention. Faut-il changer de prisme autour de la lutte contre la consommation de cannabis et ce prisme répressif aujourd'hui, Philippe Vigier? C'est un véritable enjeu de santé publique. Je suis d'accord avec Catherine Lemorton lorsqu'elle dit qu'il faut que chacun ait conscience du drame que ça représente. Moi, je ne suis pas favorable à une dépénalisation, à une libéralisation de la vente, à ce que vous voulez. Parce que je vois aussi, par mon métier, les conséquences douloureuses de l'alcool, c'est vrai, du tabac, et de la drogue et du cannabis. Parce que si demain, le cannabis est en vente libre, on va aller vers des drogues plus dures.
Il y aura d'autres produits qui seront consommés. C'est une porte ouverte. Pour moi, j'ai peur qu'il y ait un appel. J'ai peur qu'il y ait un appel d'air. D'autres pays l'ont fait, Monsieur Vigier. Oui, mais il y a des pays qui reviennent aussi en arrière. Et vous le savez, si, il y a des pays qui reviennent en arrière. Donc, il faut voir aussi les désastres que ça provoque. Le premier sujet, pour moi, c'est la prévention. Et la prévention, c'est pas un petit mot. Et notamment dans ce quinquennat, quand je vois que les crédits de prévention en matière de santé au sens large du terme ont diminué, ces chiffres-là, ça veut dire quelque part, ça doit faire partie de ce spectre de la prévention. Mais regardez, pour les salles de shoot, il y a des salles expérimentales à Paris qui ont été lancées. Et bien que c'est des sujets qui méritent d'être mûris. Moi, je ne suis pas favorable aux salles expérimentales, même si certains députés de mon groupe y étaient favorables. Parce qu'on imagine c'est la solution à tout. On verra bien d'ailleurs à terme. Non, monsieur, je ne peux pas vous laisser dire ça. On n'a jamais dit que c'était la solution à tout. Les salles de consommation supervisées sont des dispositifs qui s'adressent à des gens qui échappent à tous les autres dispositifs. On verra bien dans quelle mesure ces salles ont apporté une solution ou pas. Et ça, on ne le verra qu'avec le recul. On ne peut pas dire a priori c'est la solution. En tout cas, ce qu'il faut, c'est taper les réseaux. Parce que les réseaux de drogue, pardonnez-moi, il y a le consommateur, puis il y a celui qui vend. Justement. Et là, les réseaux, il faut aller les taper. C'est vraiment parce qu'on sait où ils sont. Et là, je dis les choses avec gravité, on ne tape pas suffisamment les réseaux. À la racine, on les connaît. Justement, dans cette question de Dominique Tian, il y avait ces Marseillais qui veulent légaliser le cannabis pour sauver leur ville. Un appel de 150 Marseillais, parmi lesquels des médecins, des députés, des avocats, des magistrats. Ils font valoir justement la légalisation pour lutter contre les trafics et la fin des réseaux mafieux à Marseille. Vous entendez cet argument, Catherine Le Morton? Bien sûr que je l'entends. Après, à chaque fois qu'on prend une décision comme elle est lourde de conséquences, il faut évidemment mesurer, parce que je ne suis pas une frondeuse, là, ma fronde pour le cannabis, etc. Si vous légalisez le cannabis, il faut mesurer le déport sur d'autres ventes pour les gros dealers. Je ne parle pas du petit consommateur. Attention, il y a une différence entre consommateur et dealer. Quand M. Vigier dit oui, mais il faut aller taper les réseaux. Mais moi, je suis d'accord, c'est pas contre ce que vous dites. Mais on peut légaliser le cannabis, ce n'est pas fait. Vous n'avez pas le droit de dire ça. C'est par rapport à la brigade des stupéfiants qui travaille dans toutes les villes, c'est quand même assez honteux de dire ça parce qu'ils travaillent. Dans ma propre commune, je peux vous dire que c'est compliqué. On ne veut plus de député maire. Mais quand dans sa propre commune, on a quelques dealers qu'on signale et qu'on voit que malheureusement ça continue, on se dit que c'est pas fait. Les policiers pourraient-ils se consacrer à d'autres missions plutôt que de lutter contre certains petits trafics de cannabis? Philippe Vigier, c'est l'un des arguments qui est avancé. Évidemment, mais enfin bon, ça fait partie des sujets qu'il faut traiter. J'entends les appels des élus marseillais, mais Catherine Le Morton, là-dessus, on n'arrivera pas à être en désaccord. Si on lâche un endroit, on lâche partout sur le territoire, sinon ça n'a pas de sens. Moi, je ne suis pas favorable. Quand je dis qu'il faut aller taper les têtes du réseau, parce qu'il y a une chose qu'il faut bien comprendre. C'est derrière ces réseaux, c'est la grande délinquance. Et la grande délinquance, ensuite, c'est les trafics mafieux. Et tout cela, on sait très bien que c'est une architecture en forme de pieuvre qui est là. Et c'est là où il faut vraiment agir avec force. Sinon, c'est l'autorité de l'État qui est mise à mal. Et cette autorité de l'État, les Français ne la voient plus. Et ça, c'est devenu totalement insupportable. Et nous écouterons attentivement la réponse du gouvernement. En tout cas, vous êtes d'accord sur cette lutte contre les trafics mafieux, bien évidemment. Il y a 42 ans, la loi Veil était adoptée à l'Assemblée. Elle autorise l'interruption volontaire de grossesse. Ludovic Faux, vous êtes avec la députée socialiste de l'Essonne, Maud Olivier, qui fait partie notamment de la commission sur l'égalité femmes-hommes à l'Assemblée. Elle va interpeller le gouvernement sur cette loi Veil aujourd'hui à l'Assemblée. Oui, Maud Olivier, vous allez interroger le gouvernement sur l'anniversaire de la loi Veil. Concrètement, qu'allez-vous demander au gouvernement? Vous allez lui demander d'être rassuré, alors que le sujet a fait débat ces derniers temps. Le sujet a fait débat, il fait toujours débat, puisqu'on voit qu'il y a à nouveau des attaques sur des pages de publicité payées à grands frais dans certains journaux nationaux ou des campagnes d'affichage contre l'interruption volontaire de grossesse. Je veux rappeler que c'est un droit fondamental, le droit des femmes à disposer de leur corps. Et je veux demander à la ministre comment elle peut conforter ce droit, parce qu'il est de toutes parts attaqué, en sachant qu'au cours de ce quinquennat, nous avons fait beaucoup pour le faire progresser, pour l'étendre le droit, que ce soit un accès libre et gratuit pour toutes les femmes. Et le fait qu'il soit attaqué en permanence par des lobbies, par des gens très mal intentionnés, puisqu'on a vécu ça dans le temps, on pensait que c'était terminé. Les gens qui venaient s'enchaîner devant les hôpitaux pour interdire l'IVG, on voit que ça continue maintenant.
soit par Internet, puisque vous savez que nous allons voter la semaine prochaine la loi sur le délit d'entrave à l'IVG sur Internet. Donc on le vote la semaine prochaine, c'est un grand moment aussi. Mais là voilà, maintenant ce sont des campagnes de publicité par affichage. Et ça, on ne peut pas le tolérer. C'est un droit fondamental, c'est un droit de la République. Merci Maud Olivier. On verra si la ministre Laurence Rossignol fait des annonces tout à l'heure dans l'hémicycle sur ce sujet. Merci à vous, Ludovic Faux. Existe-t-il aujourd'hui, Philippe Vigier, des tentations de revenir sur la loi Veil ? Il y en a eu depuis 40 ans. D'abord, rendons hommage à Simone Veil, femme d'exception qui a porté ce combat il y a 40 ans. Quel courage, quelle détermination. Et quand j'étais intervenu sur ce texte à l'Assemblée, j'avais relu complètement son discours. Donc ce droit est un droit essentiel pour les femmes, un droit indispensable pour elles, qui décident ou non de conserver un enfant. Pour autant, moi, vous savez que ma position est très claire. Je suis opposé à tout délit d'entrave, mais je suis opposé à tout prosélytisme, soit anti-IVG, soit pro-IVG. Quand François Fillon estime... C'est une vision d'équilibre. Pourquoi ? Une femme est face à sa conscience. La décision lui appartient, et on ne peut pas dire qu'un avortement soit un acte bénin. C'est ces choses-là simplement qu'il faut avoir en tête. On se souvient, ça a été dit d'ailleurs dans le témoignage de cette députée, que certains essayaient d'empêcher l'accès aux hôpitaux des femmes qui voulaient subir un avortement. Non, il faut les protéger dans ce droit qu'on leur a donné, mais ce n'est pas un moyen de contraception. Quand François Fillon estime qu'à titre personnel, il est opposé à l'avortement, il a raison de s'exprimer. Mais il a distingué sa vision personnelle de ce qu'il portera s'il est élu président de la République. Il respectera cette loi. Voilà, les choses ont été dites, elles sont claires, elles sont définitives. Catherine Lemorton, aujourd'hui, comment protéger les droits des femmes ? C'était l'une des questions de Maud Olivier qu'elle posera au gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les femmes ont accès à l'interruption volontaire de grossesse ? D'abord, rebondir sur ce qu'a dit Philippe Vigier et corriger son propos. C'est pas un choix entre garder ou pas un enfant. On parle de grossesse. On en est au stade de l'embryon. Non, je préfère parce que c'est avec des écarts de langage comme ça que certains lobbies s'appuient pour dire, vous voyez, c'est déjà un enfant. Donc je préfère un enfant conçu. Nous en sommes au niveau de l'embryon. Ce n'est qu'un début de Mais après, grossesse. c'est tout le débat sur l'embryon, c'est un être humain ou pas. Oui, on peut avoir le débat, justement. C'est un débat génétique sur lequel je sais que des gens nous regardent, donc je préfère redire les choses telles qu'elles sont. C'est un embryon et c'est un début de grossesse. Et le message est passé. Voilà, le message est passé. Aujourd'hui, toutes les femmes ont-elles accès à l'IVG en France ? Facile. Non, ce n'est pas facile. Selon les territoires, c'est pas facile du tout. En plus, au niveau législatif, on voit des députés, c'est pas le cas de M. Vigier, mais on voit des députés encore voter contre le remboursement à 100% de l'interruption volontaire de grossesse chez les Républicains, notamment chez les députés fillonistes, les Républicains, j'entends. Il y a quand même eu des votes contre quand on l'a fait voter. Ce n'est pas un droit facile. C'est un droit qui doit être intangible, mais c'est un droit qui peut encore être en difficulté, on va dire, selon les territoires et selon les gens que l'on rencontre sur ce parcours. Il y a toujours des gens, alors ça peut être par Internet, c'est ça le danger d'Internet, d'où la proposition de loi, disait Maud Olivier, du délit d'entrave à l'Internet. Votée en première lecture en décembre à l'Assemblée, qui revient donc en seconde lecture. Je pense, il faut le redire aux jeunes générations, les droits des femmes au sens large les droits des femmes ne sont jamais des choses acquises. Vraiment, je le redis, c'est important que ce soit l'égalité homme-femme dans l'entreprise. En politique, n'en parlons même pas. C'est un droit, il faut se battre tout le temps. Pourquoi des débats aussi passionnels sur ces questions ? En disant, il y a des hommes qui veulent réduire les droits des femmes. Voilà, moi je suis favorable à ce que les femmes aient des droits naturellement pour la parité. Je dis toujours que même que la loi sur la parité m'a valu, moi qui avais la chance d'avoir 6 adjointes femmes dans ma commune, de n'en avoir plus que 3 après la loi sur la parité. Dans votre groupe UDI, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a que 3 sur je ne sais combien. Mais rassurez-vous, dans le prochain groupe, il y en aura beaucoup plus. Bon, non, mais il y a du travail à faire au niveau parlementaire, monsieur Vigier. Pourquoi d'ailleurs ? Merci. Vous me donnez beaucoup de travail à faire, je le ferai avec bonheur. Pourquoi des débats aussi passionnels sur ces questions ? On les a entendus en décembre, ces débats sur le délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse. D'abord, honnêtement, ce n'est pas le cas de Catherine Lemorton, mais il y a quelques élus qui ont essayé de mettre de l'huile sur le feu pour voir comment on pouvait faire entrer ça dans la campagne présidentielle. Tout cela a été déplacé, pas vous, Madame Lemorton, mais d'autres ont essayé de le faire. Je me rappelle d'une commission des affaires sociales où ça a été un peu chaud. Moi, je suis arrivé pour essayer de rappeler les choses avec calme. Ce sont des choses d'abord où chacun s'exprime en conscience. Il faut respecter chaque parlementaire qui peut avoir sa vision. Après, il faut voir les choses de façon apaisée avec le recul. Il est vrai, moi je dis les choses très clairement, qu'il peut y avoir des prosélytismes pro et anti-avortement. J'ai même proposé dans le discours que s'il y a des sites internet qui écrivaient des choses absolument abominables, incontrôlées, j'ai même proposé qu'il y ait un contrôle par une autorité médicale de ce qui était écrit, on puisse les fermer. Comme d'ailleurs en matière de djihadisme.
ne comprend pas qu'il y ait des sites internet qui fassent du prosélytisme pro-Daesh comme cela, sans même qu'on ferme ces sites. Il faut aller au bout d'une démarche, dans un sens ou dans l'autre. Vous voyez la vision de l'équilibre. Je rappelle quand même que ce droit a été donné aux femmes il y a 40 ans, grâce à Simone Veil. Il ne s'agit pas de le remettre en cause. Il s'agit aussi de dire haut et fort, ça n'est pas un moyen de contraception et que pour toutes les femmes à chaque fois, c'est un cas de conscience difficile et qu'elles sont face à elles-mêmes et que c'est pour ça qu'elles sont souvent en détresse et qu'il faut les accompagner. Catherine, si je puis compléter l'histoire, c'est que Mme Veil a porté cette loi, mais elle a rencontré sur son chemin, pour l'accompagner et voter, une majorité. Il y a eu la moitié des votes, moitié des députés centristes de l'époque et tous les députés de gauche qui ont voté pour. Sinon, elle ne passait pas. Ce qui montre bien que sur des questions de société, il peut y avoir des sujets transpartisans. Des passerelles et des accords. Aujourd'hui, assiste-t-on à une remise en cause de plus en plus fréquente de ces droits? Catherine Le Morton, dans une société qui est traversée par une crise économique et sociale, c'est toujours les femmes qui paient un lourd tribut. Et donc, dans ce cas-là, elles paient aussi un lourd tribut dans l'accès à ce droit, évidemment. Y a-t-il aujourd'hui l'explication, ce retour de certains milieux catholiques, pas seulement, de milieux, dit-on, intégristes, qui pèsent sur ces débats dans la société? Mais dans les deux sens. Mais dans les deux sens. Il peut y avoir quelques intégristes, de quelque nature que ce soit, qui pèsent. Mais il y en a d'autres qui disent, mais non, c'est rien. Avorter, rien ne se passe, il n'y a pas de drame. Non, c'est pas vrai. J'ai jamais entendu des gens dire ça. Par contre, qu'une religion, quelle qu'elle soit, s'impose dans le débat public est inadmissible. Voilà, depuis 1905, c'est inadmissible. C'est pour ça ce qui nous réunit, c'est la laïcité. Voilà. Ont-elles été quel que soit notre tentées, engagement confessionnel individuel. Ont-elles été tentées d'intervenir dans ces débats? C'est ce que vous avez senti à l'Assemblée? Il faut voir les mails que j'ai reçus, moi, à titre personnel, sur ce que j'avais pu dire, le détournement de mes paroles, en disant que l'avortement, c'était tuer un enfant. C'est pour ça que je tenais à vous corriger. Je pense que c'est pas ça que vous pensiez, en plus, je le sais, c'est un embryon. Et j'ai eu des mails d'insultes de gens que j'avais vus d'ailleurs arriver, les mêmes, que j'avais vu arriver sur le mariage pour tous, d'ailleurs. C'est exactement les mêmes. Merci à vous, ce sera le mot de la fin. Tout de suite, les questions au gouvernement. Merci.